Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Dans cet épisode, Roch Jamelot nous invite à voyager à travers son parcours intime, façonné par les sons et les silences depuis son enfance en Ille-et-Vilaine. Bercé par la musique, il raconte comment celle-ci est devenue un levier d'émancipation, une manière de s'échapper et de se trouver. Entre révélations et découvertes sensorielles, il nous partage les moments clés de sa trajectoire où chaque instrument lui parlait comme une évidence. Une exploration sensible de l'impact de la musique et du chant sur la construction de soi, de l'enfance à l'adulte et de la transmission de cette quête de sensibilité à travers sa voix. Et je vais tout de suite faire taire la mienne pour le laisser se présenter à vous. Je suis Roch Jamelot, je suis coach en technique vocale, coach en voix et formateur en communication orale, prise de parole en public, toutes les techniques de communication, communication d'influence. Alors auparavant, pendant 15 ans, j'ai été chanteur classique, chercheur en musicologie, professeur de chant. Et c'est en étant professeur de chant que des gens sont venus me voir pour travailler leur voix parlée. C'était des journalistes, des avocats, des dirigeants. Et je me suis dit, c'est drôlement intéressant. En travaillant avec ces gens-là, j'avais quelque chose à leur apporter, la voix, et eux me nourrissaient par tout ce qu'ils m'apprenaient de leurs univers très très riches, très variés. Et j'ai toujours rêvé de ça, en fait, de parcourir le monde là où je suis. Ah, parcourir le monde là où je suis, mais c'est déjà une belle promesse en tous les cas. Oui. Si tu le veux bien, avant qu'on développe tout ce parcours, plein de belles voix, j'ai l'impression, et je t'ai demandé d'amener, et tu me l'as caché, une photo de toi. Alors attends, c'est une carte de quoi? Non mais attends. Fédération sportive et culturelle de France. Waouh! C'est une licence de football. Étoile sportive. Et j'ai 9 ans. Oh là là, alors il va falloir que je fasse la vignette avec le tampon. Eh ben oui. Bah écoute, si tu veux, hein, parce qu'on va pas effacer ça. Ah non, mais C'est comme ça. je n'ai pas d'autres photos de moi Mais non, dans ces âges-là. t'as pas d'autres? Je n'en ai pas trouvé. C'est la seule photo dans ces âges-là que j'ai de moi. Mais ouais, mais il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas de photos d'eux quand ils étaient petits. Et c'est une licence de foot. J'ai toujours détesté le foot. Donc, tu es en train de me dire que tu m'amènes une photo de toi avec un petit col pas à la tarte, un joli petit pull et vert rouge, des grandes lunettes et un petit air tout étonné, comme tu as gardé d'ailleurs, d'une licence de foot alors que tu détestais le foot. Oui, et encore aujourd'hui. Mais... Et oui, et comme c'était le seul sport qu'on pouvait pratiquer au village, le volley c'était pour les filles et le foot pour les garçons. Voilà, c'était comme ça. Donc, eh bien, il fallait que j'aille au foot pour faire du sport. Et donc j'ai fait du foot pendant 3, 4, 5 ans. Puis au bout d'un moment, j'ai dit à mes parents, c'est fini, je n'en veux plus. C'était vraiment dur. Ah oui. Ah oui, je n'aimais pas ça. Mais c'était obligé de faire un sport. Ben oui. C'était bon pour la santé. Donc... T'as rien appris. Même le fait de courir, de dépenser... Ah non, puis en plus j'étais asthmatique, donc j'avais pas le droit de trop courir. Alors je faisais du foot parce que c'était censé me faire du bien, mais
en même temps, j'avais pas le droit de trop courir. Donc on va pas pouvoir dire que les sensations de cette photo, Ah non. c'était pas agréable. Ben, on peut le dire, oui, c'était pas agréable. Les sensations, c'était pas agréable du tout. Les sensations du foot, Du foot. mais il y avait quand même des sensations sympas. Lié au foot, non, 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 non. Mais à cet âge-là, oui, il y en avait. Alors l'environnement de cette photo, hormis le foot, malgré que tu m'as amené ta licence de foot, j'avoue que j'avais jamais eu de licence de foot. Licence 705 379 du Tailly. Tailly, c'était le village. 35 500. Voilà. C'est dans l'Ille-et-Vilaine. Bravo. Ah mais je connais, j'aurais pu travailler au poste. Moi. J'ai joué à ça toute mon enfance, de deviner les numéros des plaques d'immatriculation des voitures et les départements. Donc le bourg, donc petit village à côté de Rennes. Oui, à 45 km de Rennes, oui, 40 km de Rennes, oui. Et dans le village, euh, il y avait une chose que j'aimais beaucoup, c'était la chorale, c'était la musique. En fait, il y avait un environnement sensoriel. Le plus riche que j'avais, c'était chez mes grands-parents, mais dans un autre village. Mais dans ce village-là, l'environnement sensoriel préféré pour moi, c'était un environnement multisensoriel, c'était l'église. Pourquoi? Il y avait les cloches qui sonnaient, il y avait de l'orgue qui jouait, il y avait de l'encens qui parfumait, et il y avait des bouquets de fleurs, il y avait des étoffes, il y avait un espace, et ça m'a marqué pour la vie. Et c'est là que j'ai eu envie de faire de la musique, à cause de l'orgue. Ah ouais, le sacré quoi. Eh oui. Et aujourd'hui, je suis athée, mais ça m'a vraiment façonné profondément. Et donc j'ai eu envie de faire de l'orgue. Et j'ai commencé à apprendre l'orgue. Par la suite, j'ai appris la flûte à bec, le solfège, bon, le basson. Et puis, à 18 ans, j'ai commencé les cours de chant. Et dans ce petit village, on pouvait prendre des cours de musique. Exactement. Alors, dans le village, je prenais les cours d'orgue, et puis je participais à la chorale, dès l'âge de 7 ans. T'étais enfant de chœur? Ah, j'étais enfant de chœur aussi, oui. Et puis, j'ai commencé la musique à l'école de musique de Vitré, la ville d'à côté, Ouais. à 8 ans, 7 ans ou 8 ans aussi, avec le solfège et la flûte à bec. Voilà. Et ça t'a nourri beaucoup. Ah oui, la musique, c'était très important pour moi. Il y avait d'autres musiciens dans ta famille? Alors, mes 2 frères aînés faisaient du saxophone, et ils ont arrêté depuis. Bon, il y en a un qui le ressort de temps en temps, mais une fois par an. Mais ils faisaient du saxophone. Et puis, mon père ne faisait pas de musique, mais mes 2 parents étaient instituteurs. Et donc, ils savaient faire de la flûte, jouer de la flûte, enfin, faire de la flûte, on disait comme ça. Hein. La flûte à bec. De la flûte à bec, oui. Au clair de la Ah oui, ah oui. Pour casser les oreilles, il n'y a pas mieux. Il y a ça. Et puis, ma mère chantait très bien, avec une très belle voix. Et ça fait partie de mon environnement sensoriel, de la petite enfance, d'entendre ma mère chanter avec cette belle voix, vraiment très belle voix de soprano, et puis de me lire des histoires aussi. Ouais, donc t'as été bercé par la voix Par la voix, oui, et la musique. exactement. Et ça t'a jamais quitté? Et non, ça ne m'a jamais quitté. Il y a eu des moments particulièrement importants dans ce parcours. C'est quand je suis... Alors, oui, c'est ça. Quand je suis arrivé au lycée en classe de terminale, j'ai pris l'option musique. Et là, on faisait de l'histoire de la musique, de l'analyse musicale, d'œuvres. Et j'ai compris que la musique, c'était très important pour moi. Et donc, j'ai décidé de faire une faculté de musique. J'arrive à Rennes, je commence. Un soir, je me promène dans Rennes avec un ami, et on tourne autour du théâtre de Rennes, l'opéra, et sur la face arrière, il y avait l'entrée des artistes, et une petite affichette avec écrit « Recherche choriste, audition, je ne sais plus quel jour ». Je me suis dit, tiens, pourquoi pas?
Et j'ai passé l'audition et j'ai été sélectionné. T'avais quel âge? 18 ans. Et je n'avais jamais pris un cours de chant. Et donc j'ai chanté pendant 1 an dans les chœurs de l'Opéra de Rennes, tout en étant à la faculté de musique. Et ce n'était pas un travail à plein temps, hein, c'était des répétitions 1 ou 2 fois par semaine, et puis on chantait les chœurs de l'opéra. Et au bout d'1 an, je me suis dit non, 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 ça ne me va pas. Je n'aimais pas l'ambiance, je n'aimais pas le répertoire, ça ne me faisait pas vibrer. C'était quoi comme répertoire? Oh, il y avait des œuvres qui étaient très bien. J'ai chanté Manon, par exemple, de Massenet. C'est un magnifique opéra, Les Noces de Figaro. Mais bon, les parties de chœur, c'est quand même pas ce qu'il est le plus génial non plus, hein. Mais surtout, je me sentais pas à ma place. Et, et l'ambiance dans le chœur entre les choristes, non, ça me plaisait pas. En revanche, il y avait à Rennes une maîtrise qui venait de se créer d'enfants et d'hommes pour un autre répertoire. Et là, c'était un répertoire de musique sacrée principalement. Et j'y suis allé l'année suivante. Alors là, ce n'était plus un travail, ce n'était pas rémunéré comme les chœurs de l'Opéra de Rennes. Et là, ça a été passionnant. On déchiffrait du répertoire. Et il y avait une vie collective, les enfants, les hommes. On partait en tournée tous les ans, l'été, pendant, je ne sais plus, 15 jours, 3 semaines. Et puis, il y avait beaucoup de concerts. Et ça, j'ai adoré ça. La vie de troupe. La vie de troupe, exactement. Et Puis le collectif dans son côté positif, pas la compétition que tu peux voir dans certains groupes, etc. ah non, pas de la compétition, non. Voilà, donc quelque chose d'enthousiasmant, de faire Oui, ensemble des choses qu'on aime. exactement. Et c'est là que oui, je me suis dit c'est vraiment très important et j'ai décidé de commencer à prendre des cours de chant. Bon, comme la professeure de chant du Conservatoire de Rennes avait très mauvaise réputation, je me suis trouvé un autre prof qui était à Paris et donc je venais à Paris régulièrement pour prendre mes cours de chant. Et bon, après, je suis rentré au Conservatoire d'Orléans, puis de Paris 10e, et puis après, je suis allé étudier avec la professeure du Conservatoire d'Amsterdam. Et Pourquoi Amsterdam? parce que la prof était remarquable. Donc en fait, c'est surtout des rencontres de profs qui te Oui, retransmettent leur passion et qui te exactement. et finalement c'est des choses qui se transmettent par la rencontre. Oui, et cette prof du Conservatoire d'Amsterdam, elle avait quelque chose de particulier. En France, l'étude de chant s'était basée sur la performance, sur la force en fait. À l'époque, hein, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque c'était très dans la force et, et la volonté. Elle pratiquait la méthode Feldenkrais. Donc c'est une méthode corporelle basée sur la détente, sur le souffle, sur la sensorialité. Mettre de l'espace. Mettre de l'espace à l'intérieur de soi pour qu'il y ait du jeu, de l'articulation Ressentir. et ressentir les choses. Et comme j'ai eu le bonheur d'assister à une masterclass dirigée par elle, je me suis dit, mais c'est avec elle qu'il faut que je continue. Et elle m'a accepté. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans avec elle. C'est marrant parce que quand C'était... tu arrives avec cette carte du foot un peu serrée qui ne te plaît pas du tout, puis tu dis bah il y a un espace en fait au milieu de la Oui, place du village qui est un espace sacré qui est l'église, et puis avec l'encens, les fleurs, les cloches, ouais bah là ça vibre, ça va au moins il y a un espace pour respirer. c'est Et puis ça. tu dis ah après je vais dans une chorale où ils sont pas très et puis ah puis finalement je rencontre une prof, alors là il y a de l'espace, en fait tu cherches des espaces sacrés finalement. Mais oui, des espaces de respiration. Hmm. Et c'est vrai que j'étais asthmatique depuis la Bah naissance, ça, en fait. c'est vital pour Et toi. c'est Tu as vital été pour moi. entraîné à ça tout petit Mais finalement. oui, Depuis la naissance, tu es né oui. asthmatique. Enfin, je suis né C'est... avec de l'eczéma et à 6 mois, c'est devenu de l'asthme. Ah ouais. Et très très petit, Donc épidermique, on va dire. oui, ben Ouais. c'est ça. Oui, c'est une histoire de peau, de muqueuses qui sont irritées. Mm. Et il faut de l'espace pour respirer. C'est de l'enfermement, hein, Bah, bien l'asthme. sûr, c'est un genre de cuirasse un peu, quoi. Mais Donc exactement. voilà. Et il y a quand même eu, j'ai oublié, mais dans mon parcours, il y a quand même eu une étape très importante. C'est quand j'étais au lycée, il y a eu un échange scolaire. Comme je n'avais pas pu avoir l'échange scolaire quand j'étais en collège, la prof du collège m'avait dit, quand vous voudrez, allez en Angleterre,
hein. Vous me dites, je vous trouve une famille pour que vous alliez faire un séjour. Ce ne serait pas dans le cadre de l'école, mais... Et je suis allé passer 3 semaines, je crois, à Canterbury, Canterbury, ouais. en Une Angleterre. très belle cathédrale à Canterbury. Une cathédrale magnifique. Et j'étais hébergé dans une famille où il y avait 2 garçons qui étaient musiciens. Et bon, tous les jours, on chantait en chœur. Et je suis allé un jour assister à leur répétition d'orchestre. Ils étaient dans la salle de concert pour répéter, et moi j'étais en hauteur. Et là, il y a eu un déclic. J'ai entendu l'orchestre pour la première fois, parce que j'avais déjà entendu les orchestres, mais là, c'est comme si chaque instrument me parlait, comme si chaque instrument vibrait en moi, et que je les entendais chacun seul et en même temps tous ensemble. Une caisse de résonance, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et c'est là, en fait, que s'est décidée cette passion pour la musique. J'en faisais depuis longtemps, mais là, il y a eu un déclic. Ouais, parce que tu t'es senti exister avec. Ah oui. Ouais. C'est vrai que ces moments déclic, c'est des moments, les moments pivots dans la vie. Ouais. C'est des moments où tu sens que ça s'emboîte. Ah oui. Tu es en phase. Tu sais, on dit, bah ouais, je suis en phase, mais c'est vraiment ça, c'est comme le triphasé, quoi. Ça te traverse. Mais exactement. Il y a une électricité. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est des moments, tu cherches pas, tu sais que c'est juste. C'est pour ça que finalement, l'intelligence sensorielle, c'est au-delà du mental. Parce Ah que oui. tu le sais sensoriellement, quoi. Ça te... Oh! C'est une évidence. Et après, quelque part, ton cerveau, il est grillé, il peut faire que suivre. Alors, on peut appeler ça des pulsions, des passions, des... Oui. Mais bon, en fait, ta respiration, elle te guide aussi, hein. C'est ça. L'esprit intervient a posteriori pour analyser, pour comprendre et rationaliser. Mais... Vous se donner les moyens. Oui, exactement, se donner les moyens pour la suite. Mais là, ce choc d'entendre l'orchestre... Ouais. Mais c'est super parce que c'est comme une libération finalement. Oui. Les mémoires les plus, j'allais dire, nourricières pour moi, encore aujourd'hui, ce ne sont pas celles du village de mes parents, c'est le village de ma grand-mère, où j'ai passé, et mes grands-parents, où j'ai passé les 3 premières années de ma vie. Ah, c'est tes grands-parents qui t'ont élevé les 3 premières années. Enfin, de l'âge de 6 mois à l'âge de 2 ans et demi, Ouais, c'est pas mal quand même. j'étais en pension et chez En mes pension chez les grands-parents. grands-parents. Oui. Et tes grands-parents, ils habitent dans quel village À Saint-Senou, C'est à côté de Tailly. c'est à 60 km. Et qu'est-ce qu'il y a comme odeur particulière à Senou? Alors là, l'été, il y a les pins, il y a la lande, et cette odeur, ce parfum, ça m'habite encore. Et dès que je sens cette odeur quelque part, je revis. T'es retourné longtemps chez eux après? Oui, après, toute mon enfance, l'été, c'est chez eux que je voulais aller. Ils faisaient quoi, eux? Ben, retraités, mais ils avaient été agriculteurs. Mon grand-père était bouilleur de cru, c'est-à-dire qu'il faisait de l'eau de vie, du Calvados, de l'eau de vie avec le cidre. Et j'ai une photo de lui chez moi avec son alambic. Il allait de ferme en ferme. Avec le cidre de la ferme, il faisait de l'eau de vie. Du Calvados. Ouais. On n'appelle pas ça le Calvados en Ille-et-Vilaine, attention, mais c'est ça. C'est de l'eau de vie de cidre. Et ça a un nom spécial? À part eau de vie de cidre, ils lui ont pas donné. Ah Ils bah, l'ont si, pas de la appelé. goutte. Ah ouais. Ça s'appelle de la goutte. Il y avait, si je me souviens à cette époque-là, il y avait la ligne de chemin de fer qui passait dans la vallée, qui était en bas, et donc d'entendre le sifflet du train et puis le tch, tch, tch du train qui passait sur les rails, à distance, hein, mais ça aussi c'est un souvenir. Mais c'était très calme. Très calme, il ne se passait rien, pas d'événements. Et je pense que ça a beaucoup développé un imaginaire, une présence à la vie au-delà de l'activité. Je ne sais pas comment l'expliquer. Un calme intérieur. Ouais. Et ça, tu l'as conservé? Ah oui. C'est une base pour toi? C'est une base et j'en ai besoin. Et là, par exemple,
maintenant, ces dernières années, tous les étés, je vais passer 2 mois au Liban. Et c'est à la montagne au Liban. Et je retrouve au Liban exactement ce que je ressentais quand j'étais enfant chez mes grands-parents. Une campagne Exactement. Les tranquille. odeurs, ce ne sont pas exactement les mêmes odeurs. Il y a une odeur on appelle ça le tayoun là-bas, c'est de l'inul. Euh, et c'est parfum là-bas, c'est un parfum chaud parce qu'il y a beaucoup de soleil. Il y a des pins aussi, il y a bien sûr les cèdres. Et ça, là non plus, à la montagne, il ne se passe rien. Mais tu es nourri par la simplicité Ouais, et la générosité de la nature. oui. Et puis par tout mon imaginaire, mes lectures, et C'est propice. ouais, qui a le temps de se déposer dans ce cadre-là. Tu écris de la musique? Alors j'ai écrit de la musique, mais oui, j'ai même été récompensé par Radio France pour une composition que j'avais faite. Et, mais là, en octobre, du 20 au 30 octobre, je serai en résidence de composition, de création, à Vaison-la-Romaine, une résidence de création pour un programme a cappella pour 2 voix, avec Eli, qui est libanais, chanteur et peintre, et moi. Alors, je vois où c'est, mais je n'y suis jamais allé, c'est la cathédrale haute à Vaison-la-Romaine. Et génial, hein. Eh oui. C'est de se donner la possibilité d'être dans un lieu sacré. Ça correspond complètement à toi. Mais oui, mais oui. Et j'ai déjà écrit des textes, des poèmes, là, que nous allons mettre en musique, Elie et moi. Et parce que je ne suis plus chanteur professionnel, je l'ai été pendant 15 ans, mais là, j'ai envie de retrouver, mais différemment, non pas dans le métier, avec la nécessité d'avoir un public ou quoi que ce soit. Non, là, c'est simplement pour le bonheur de le faire. Il se trouve qu'avec Ellie, nous avons déjà beaucoup chanté devant des amis, dans des petits concerts informels, et toujours 2 voix a cappella. Et beaucoup d'amis nous ont dit, mais quand est-ce que vous nous faites quelque chose? Et ben voilà, Eh ça ben va voilà, venir. ben ça Donc à va venir. partir d'octobre. Exactement. Formidable. Dans ton apprentissage, tu as parlé de la méthode de ta professeure hollandaise, Mhm. euh, avec cette méthode Feldenkrais, donc qui est euh, une technique particulière d'écoute du corps et d'ouverture d'espace par la respiration dans le corps et Mhm. d'écoute, c'est ça? Oui, par la conscience euh, en fait, c'est un travail sensorimoteur. Donc on travaille sur la connexion entre la sensation et la motricité. Donc c'est devenir beaucoup plus présent au geste pour mieux le conduire et pour que ce geste soit pleinement assumé, enfin pleinement l'émergence de notre être profond. Moshe Feldenkrais est suisse, me semble-t-il, d'origine. Et il avait un gros problème de santé qui le paralysait. Et il a refusé de se faire opérer. Et c'était un scientifique à la base. Et il a cherché à comprendre des choses. Et c'est comme ça qu'il s'est rééduqué lui-même. Je n'en sais pas plus. Ok. Et à partir de là, il a formé beaucoup de gens. C'est souvent comme ça d'ailleurs, tu le vois dans les méthodes, tu vois Hmm. beaucoup dans les méthodes de yoga aussi, c'est celui qui s'est pété les genoux, qui s'est rééduqué, qui en a Oui, fait une méthode pour le corps, ou oui. celui qui... voilà, finalement on se rend compte que finalement les chercheurs, pour un peu qu'ils aient une base biologique ou scientifique, c'est quand il leur arrive des accidents de la route, que là tout d'un coup ça devient une urgence de Mais oui. comprendre. Et du coup, ça en devient ça permet aux accidents de la vie de nous développer finalement. Ben, tu sais, pour moi, la voix, ça a été ça aussi, je pense. J'étais tellement timide quand j'étais enfant, j'avais honte de parler, je ne savais pas parler. Euh, je pense que j'ai eu besoin de trouver
une manière de prendre ma place. Et travailler ma voix, ça a été, je pense, une évidence aussi, pour m'aider à m'exprimer. À t'exprimer, ouais. Quand tu t'amènes cette photo de ta licence de foot et que tu me dis je détestais le foot, ça a été dur. Ah bah oui. Oui, tu sais, je pense que dans toute cette partie-là de mon enfance, donc pas chez mes grands-parents, mais dans le village de mes parents, je pense que sans en avoir conscience, je pensais toujours, il y a sûrement un autre pays que celui-ci. Il y a autre chose à vivre que ça. Ah, je vois bien le truc. Ouais. T'avais un petit lueur d'espoir de se dire, bah, attends, la vie, c'est pas que ça et que ici quand même. Bon, il y avait l'église qui te donnait une espèce d'espace un peu mystérieux. Exactement. C'est quoi ce truc? Et il y en a un peu partout. Bon, ils font des trucs bizarres, ils récitent des trucs. Tu comprenais ce qu'ils racontaient dans les messes et tout ça? T'avais une idée Ah bah oui, mais j'ai reçu l'éducation religieuse Et qu'il du coup, fallait. tu te disais, c'était quoi ce truc? Ça t'apportait quoi? T'y croyais? Ah bah oui, j'y croyais vraiment. Et ça m'apportait une aspiration à un idéal, une élévation. Ouais, ça t'a nourri quand même. Ah oui, ça m'a nourri beaucoup, vraiment beaucoup. Ça t'a aidé pour le coup. Ça m'a aidé, Ouais. ça m'a aidé à supporter le reste, mais parce que franchement, rien ne me convenait dans mon environnement. À part l'église du village. À part ça, oui. Rien Comme me quoi, convenait. non, mais c'est bien important de savoir quand même qu'une église au milieu du village peut sauver des gens. Oui, je pense que ça m'a sauvé. Et non, je me sentais terriblement seul. Hum, Non, moi je me sentais très différent et je me sentais seul. Mais sans doute que à l'intérieur de moi, il y avait un espoir de il est possible que quelque part existe un lieu pour moi et un contexte qui me soit favorable. Et t'as écouté ça et tu l'as trouvé. Et je l'ai trouvé. Et aujourd'hui, je l'ai. Et je l'ai créé. Je l'ai trouvé et je l'ai créé. Et tu le transmets, j'ai même envie de te dire, Mais parce oui, que dans mais tes oui. méthodes, enfin moi j'ai écouté plusieurs de tes méthodologies vocales, c'est passionnant. Ah oui. Presque oui, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode carte orale, qui n'est pas encore publiée, mais ça va commencer. C'est en 2026. Il y aura un premier volume de publié. Mais oui, c'est une méthode que j'ai commencé à créer en 2000, je sais plus, il y a une quinzaine d'années. Comment ça t'est venu? Je devais aller former des chercheurs en recherche et développement de chez Orange, France Télécom, Orange Labs, à Lannion, en Bretagne. Je devais les former à présenter leurs innovations dans un salon de la recherche. Et je devais donner une plénière, puis ensuite accompagner chaque binôme de chercheurs. J'arrive la première année, je donne la plénière, et là j'ai face à moi un tollé de ces chercheurs qui me disent « mais c'est pas possible, on ne peut pas présenter en 10 minutes notre recherche, ça fait des années de recherche, non, mais la com c'est du vent, c'est du n'importe quoi ». Et je me disais « je comprends, ils n'ont pas tort, maintenant ils vont quand même devoir présenter en 10 minutes, ils n'ont pas le choix. Donc comment est-ce que je peux faire ?» Alors je me suis débrouillé avec les méthodes que j'avais, les méthodes de formation traditionnelles en communication orale, mais de retour chez moi, je me suis dit, là, il faut que je trouve quelque chose. Parce que je vais peut-être être amené à réintervenir pour eux, ce qui fut le cas aussi 6 mois plus tard et puis plusieurs années de suite. Et donc j'ai créé une première carte. Une carte avec des pictogrammes qui leur indique un chemin qui pourrait leur parler. Donc là, 6 mois plus tard, je retourne, ce n'étaient pas les mêmes chercheurs, mais c'était le même profil de personnes, et je présente la carte. Et là, tout de suite, ça rentre dans leur logique. Ouais, parce qu'il y avait ça parlait à leur langage. Ça parlait à leur langage. Et quand j'arrive en binôme, alors, premier binôme, je leur demande alors comment est-ce que vous avez l'intention de présenter votre recherche? Alors on pourrait parler de l'histoire, on pourrait commencer par ceci, et je leur dis mais et si on prenait la carte? Comment est-ce que vous feriez?
Et là, paf, 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 en 2 minutes, ça y est. Parce que la carte, présentation- elle balise un ordre, une Elle, méthodo. oui, elle balise en tout cas des points incontournables à aborder. Voilà. Ouais. Genre l'histoire, l'élément déclencheur, l'émotion suscitée. Non, parce que c'est une carte qui est vraiment écrite dans l'optique de l'auditeur. Qu'est-ce que l'auditeur a envie, a besoin d'entendre pour en arriver à se dire cette innovation, elle est remarquable. Donc, souvent, quand quelqu'un qui n'est pas un communicant né, un chercheur par exemple, qui passe son temps dans la recherche, va faire sa présentation de son point de vue à lui. Comment est-ce qu'il a mis au point cette découverte et enfin, toutes les étapes, mais de son point de vue. Mais ça n'intéresse pas le public. Ce qui intéresse le public, c'est qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut servir, combien ça coûterait, par exemple. Et donc… Oui, des choses qui échappent, c'est du pragmatisme qui échappe au chercheur qui lui aime chercher. Mais évidemment, puisqu'il aime chercher, il aime aussi prendre des heures pour présenter sa recherche. Mais ça ne marche pas. À quoi ça sert, toi, à ton avis, l'intelligence sensorielle? Ça sert à être pleinement humain. À trouver les espaces sacrés en soi? Ouais, en soi et en l'autre. À créer de la communication, du comme un? C'est vrai. Ouais, comme un et comme plusieurs aussi. Parce que la communication intègre aussi cette différence et donc trouver des liens dans la reconnaissance de la différence et voir ce qui nous unit. Ouais. Pour moi, un être sensoriel, et qui vit pleinement sa sensorialité, c'est le summum de l'humanité. Où rien n'est binaire, c'est d'une complexité extraordinaire, c'est un dialogue permanent entre les informations sensorielles, entre la perception qu'on en a, comment ça oriente la commande motrice, comment ça oriente la pensée. C'est cette présence à cette infinité de signaux qui nous viennent de l'intérieur et qui nous viennent de l'extérieur. Ouais, c'est une multi-écoute Oui. subtile. Oui. Et ces cartes s'appliquent à tout le monde parce que ça fait maintenant longtemps que je les utilise. Et je vois des profils, des configurations de pensée très très différentes, des cultures, des compétences aussi académiques très différentes. Et ça fonctionne. Qui a créé ce C'est truc? une méthode déposée, carte orale. D'accord. Et ton nom, il était venu comment? Le nom de carte orale, je cherchais à nommer cette méthode. Et en fait, ce sont des cartes pour être compétent à l'oral. Ok. Pour installer des réflexes, et surtout pas de la langue de bois, surtout pas des éléments de langage, mais des réflexes de parcours. Par exemple, si je pense à la comparaison, si je veux parler de quelque chose et que je le compare à une chose, il y a des gens qui vont spontanément chercher les différences. C'est un élément de la comparaison. Mais un autre élément de la comparaison, c'est de rechercher les similitudes. Et dans cette carte, par exemple, il y a différence, similitude, mais il y a aussi quel point de comparaison, sur quels critères on compare. Parce qu'on peut comparer, par exemple, la vie à Paris et la vie à Toulouse, sur quels critères? Sur le critère de l'air qu'on respire, sur le critère des transports en commun, sur le critère de l'accession à la culture, de la nourriture, de l'âge des gens, je sais pas. Il y a plein de critères sur lesquels on peut… Et si on oublie que le critère sur lequel je compare spontanément deux choses, ça n'est qu'un critère parmi tant d'autres, je passe à côté… Ça dénature complètement le sujet. Mais oui, bien sûr, ça le réduit. Et donc ça peut complètement le détourner. Et donc d'avoir le réflexe de dire « Ah tiens, et quels sont les autres critères sur lesquels je pourrais comparer ?» Donc ça fait des gymnastiques d'esprit.
Ouais. Ce sont des exercices. C'est une vigilance d'état d'esprit aussi, de ne pas Oui, rester enfermé dans un point de vue, dans m- une projection, mais c'est une ouverture exactement. d'esprit finalement. Alors ça produit de l'ouverture d'esprit. Mais ça passe par une gymnastique mentale. C'est ça. Donc en fait, tu muscles le cerveau. Mais c'est exactement ça. Qui sont... Muscler votre voix et votre cerveau, ça fait un bon titre. Hein. Et ben voilà. Muscler votre voix et votre cerveau. Le... Merci, je le retiens. Le... Il y a 4 cartes qui sont dédiées spécifiquement à la voix, à l'organe vocal et à la façon d'en jouer. Et ce sont les 4 premières qui vont être publiées en 2026. Il y aura une carte sur le geste vocal. Le geste vocal. Elles existent déjà, les cartes. Et je les utilise déjà en formation. Une carte sur le geste vocal. Qu'est-ce qu'on appelle le geste vocal? Eh bien, la voix, c'est un geste. La voix, c'est un geste. La voix, c'est pas un cadeau qu'on a reçu à la naissance ou pas. Exactement. C'est un geste, c'est-à-dire que c'est un ensemble de mouvements. Donc toi, tu es passé à je parle pas, je suis timide et je reçois pas ça à la naissance, Ouais. à je deviens prof du geste vocal. Mais Félicitations. exactement. Alors, il n'y a pas que le geste, il y a l'imaginaire qui va avec aussi. Mais avant tout, c'est un geste. Dans le sens où c'est musculaire. Les cordes vocales, elles vibrent, mais elles vibrent sous l'action d'un geste respiratoire. Et suivant la manière dont on respire, les cordes vocales ne vont pas vibrer de la même manière. Tout est lié. Et oui, et c'est pourquoi les gens qui n'ont pas travaillé leur voix vont éprouver souvent cette difficulté que leur voix trahit leurs émotions. Et que quand elles sont dans une émotion à forte activation physiologique, par exemple la colère, la peur, la joie intense, eh bien, la voix va monter dans les aigus et ça va partir comme ça. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la voix suit l'humeur. Mais oui. Alors que si on apprend à utiliser sa voix, eh bien, on apprend les gestes qui permettent de... Comme un geste instrumental, hein, le violoniste qui a sa façon de tirer, de pousser l'archet. Ça veut dire que quelque part, tu peux avoir pas te laisser emporter par une émotion pour que ta voix ne soit pas quelque part abîmée ou que l'autre reçoive trop de tensions nerveuses, enfin le monde autour de toi, soit éclaboussé par une non-maîtrise Mais oui. de ton geste vocal. En fait, en apprenant à conduire sa voix, et sa voiture, on peut apprendre à faire passer des émotions indépendamment des émotions qu'on ressent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être authentique. Comme les chanteurs lyriques. Mais comme un chanteur lyrique, qui peut être en deuil et être dévasté à l'intérieur de lui, et chanter un air d'une légèreté, d'une fraîcheur quand il est sur scène le soir. Ça t'est arrivé? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Et c'est arrivé à beaucoup de gens, et de comédiens aussi. Oui, donc c'est vraiment des techniques qui permettent de maîtriser complètement, de dissocier l'état intérieur, ton être profond, d'un personnage que tu joues. Tu ne te confonds pas avec ce que tu joues. Alors, oui, si je parle à un client, je vais lui parler d'une autre manière, peut-être. Ça dépend des moments. Je serai authentique dans un rôle comme dans un autre. Ce ne sont pas des rôles usurpés. Je ne joue pas le rôle de Perdican. Non, c'est bien Rock qui parle. Mais c'est une partie de Rock qui parle. Et par exemple, s'il y a de la colère en moi, ce qui est peut-être le cas en ce moment, s'il y a de la colère en moi, ce n'est pas le moment d'exprimer cette colère quand je te parle à toi, Emmanuel. Et donc, je n'ai pas à laisser cette colère sortir dans ma voix. Par ailleurs, si je suis extrêmement heureux de quelque chose, ce n'est pas forcément non plus le moment d'exprimer cette joie extrême, parce qu'on est là pour autre chose. Donc, ce n'est pas ce rôle-là de moi que j'active en ce moment. Et le fait de maîtriser ma voix fait qu'elle peut correspondre au rôle que j'active dans une relation donnée. Donc il y a une grande maîtrise de l'émotion. Eh bien, c'est ça qui est génial. C'est que plus on travaille sa voix,
plus on arrivera à maîtriser l'expression de ses émotions. Des études ont été faites par des chercheurs merveilleux à l'IRCAM. L'IRCAM, c'est un centre de recherche sur le son et l'acoustique qui est juste à côté de Beaubourg, un bâtiment en briques avec une petite passerelle à côté de la fontaine liquide Saint-Phal. Et ils ont fait des découvertes montrant que la voix, oui, peut exprimer des états émotionnels, des états internes. Mais modifier la voix va avoir une répercussion sur les états internes. Et donc, si je change ma voix, ça va changer mon humeur. Ben, on le voit quand on chante. Mais Si exactement. tu chantes, je sais pas moi, une chanson que tu aimes, tu peux pas être triste. Sauf si c'est une chanson triste. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est... Oui, tu peux aimer les chansons tristes, Eh c'est ben, vrai, oui. tu as raison. Mais tu n'es... Alors, il y a aimer les chansons tristes et être triste. Alors ça, c'est deux choses Aimer différentes. être triste, Effectivement. tu vois. Moi, je suis assez mélancolique, par exemple. J'aime bien les sensations fortes. Et la tristesse, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis même familière. Mm. Tu vois, ça dépend le degré. Tu vois. Et oui. Euh, je pense qu'aussi, il y a une familiarité avec les émotions. Et quand on a des techniques comme tu as, ou des pratiques de chant, ou des pratiques de respiration, ou la compréhension des émotions, qu'une émotion égale un besoin, comment on y répond, comment ça peut être un indicateur, comment une frustration peut être source de créativité. Quand tu fais quelque part une ressource, le ressenti, l'émotion, et que tu comprends, comme tu le dis si bien, que tu as des organes qui peuvent être musclés, encouragés, stimulés pour t'aider en tant qu'être humain, bah, c'est quand même beaucoup plus confortable de vivre. Hein. Ah oui. Oui, oui. Là encore, c'est une question d'articulation. On n'est pas monobloc. On peut vivre une chose et en exprimer une autre et être cohérent avec tout ça. On peut vivre aussi deux états émotionnels simultanément. On peut être profondément joyeux de quelque chose et profondément triste de quelque chose en même temps. Bien sûr. Et en fait, avec la voix, on peut créer des choses merveilleuses. Non, mais je disais par exemple, quand tu étais chanteur d'opéra, Ouais. il y avait quand même incarné un rôle. Oui. Donc, le fait d'incarner un rôle, d'accord, tu donnes à vivre un personnage, mais toi, intérieurement, comme tu disais, tu peux être dévasté, avoir une super nouvelle, une nouvelle épouvantable dans la journée, ou l'inverse, une super nouvelle et tu dois jouer quelqu'un de triste. Comment tu trouves la ligne de crête? La mission. La mission. Tu fais c'est ton travail. Eh oui. C'est ta vocation. Pourquoi est-ce que je suis là et qu'est-ce que je veux réaliser? Il y a une discipline. Une discipline. Un engagement. Oui, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Moi, j'ai chanté assez peu d'opéra. Et d'ailleurs, si j'ai arrêté ce métier, c'est parce que l'opéra, l'opérette, c'était pas mon truc. Moi, ce que j'adorais, c'était la mélodie française. C'était c'est de la poésie en fait. Mais tu parles d'engagement, et là, je repense à une phrase dont j'ai oublié les termes exacts, mais il y a un film magnifique que je recommande à tout le monde, qui est Pina de Pina Bausch. Oui, sur Pina Bausch. Bien danser maintenant. Ouais, de Wim Wenders. C'est magnifique. Et à un moment donné, elle fait travailler ses danseurs et danseuses, et elle a cette phrase, il faut que je la retrouve, il faut que je regarde le film à nouveau, où elle dit à ses danseurs, je veux que chaque geste que vous faites soit un engagement de tout votre être. Il ne s'agit pas de « allez, je te demande de lever le coude, tu lèves le coude ». Non. Ça part du plexus. Voilà, c'est tout ton être qui assume. Et je fais beaucoup travailler ça à mes clients quand alors ils parlent avec des ça m'insupporte parce que c'est le summum de l'irresponsabilité pour moi. Quand on parle, c'est un véritable engagement. Je donne quelque chose, je produis quelque chose et je rote pas dans l'oreille des gens. Ah bon? Donc, c'est ça que j'aime faire travailler à mes clients, le fait d'assumer pleinement
qui ils sont et comment ils le donnent à Comment ils entendre. portent leur voix. Et comment ils portent leur voix, comment ils portent leurs intentions. Exactement. Donc c'est un travail sur soi. Mais énorme, oui, bien sûr. C'est en fait de passer par la voix, c'est enfin trouver sa voix, on peut jouer avec le mot voix aussi, Oui, hein, c'est oui, sûr. oui. Hein. V-O-I-E, V-O-I-X. Du coup, les gens viennent te voir, c'est pas forcément c'est quel genre de profession? Il y a de tout. Alors en coaching individuel, ce sont principalement des dirigeants de grands groupes, des dirigeants de start-up, ouais, principalement, ou des cadres dirigeants. En formation collective, c'est dans des entreprises, des grands groupes aussi, principalement. Mais ça peut être des PME qui organisent une formation, c'est possible. Et puis j'ai d'autres projets pour 2026, pour m'adresser aux particuliers, indépendamment de leur travail. Tu sens l'impact du vécu émotionnel des gens sur la voix, dans leur parcours aussi, parce que bon, il y a le fait qu'un comédien, par exemple, ou un cadre dirigeant va avoir, par exemple, une émotivité et avoir besoin de surjouer un peu une voix par besoin de protection. Et du coup, de travailler aussi sur plus profond des racines que toi, tu as pu traverser, d'être timide, de sentir est-ce que j'ai une place, de garder espoir. Est-ce que tu te sers aussi de ton parcours? Est-ce que tu en témoignes? Alors, non, j'en témoigne rarement, parce que les gens ne sont pas là pour ça. Non, mais ça peut les aider à avoir des repères. Oui, mais c'est-à-dire que quand j'ai décidé de m'orienter vers cette activité, c'était en 2000, je me suis formé au métier de coach, de formateur consultant, de praticien en hypnose ericksonienne, en programmation neurolinguistique, la PNL, en analyse systémique, analyse transactionnelle, processcom, fait plein de techniques d'accompagnement et de thérapie. Mais je ne voulais pas être thérapeute. Mais dès qu'on travaille sur la voix, on travaille sur quelque chose de très intime, et comme tu le dis, qui est lié à notre histoire. Et donc, je voulais savoir où je mettais les pieds, quel genre d'invitation je m'autorisais à donner, et là où je n'allais pas. Et c'est un apprentissage qui nécessite de renoncer définitivement à aimer sa voix. Toi, tu te souviens la première fois que tu as entendu ta voix? Oui, je crois bien que c'est sur le magnétophone que j'avais reçu en cadeau de Noël. Ouais. Tu te souviens de l'effet que ça t'a fait? Ce que tu as ressenti en t'entendant? Ah oui, ah je me souviens. Je me dis, mais c'est une voix de bébé. Voilà. T'as pas beaucoup grandi, hein. T'as toujours gardé ta voix de bébé. Mais oui, j'ai toujours... T'es petit bébé, Rock. J'ai toujours ma voix de bébé, bien sûr. Mais c'est vrai, et pas que ça. T'as une voix innocente. Ah, mais oui, mais il ne s'agit surtout pas, quand on travaille sa voix, de chercher à la travestir. Comment on fait pour pas travestir sa voix? Comment on sait que c'est sa voix profonde? Comment on sait que c'est sa voix... Comment ne pas perdre sa voix de bébé? Comment garder ce lien avec l'alpha et l'oméga de soi? Je pense que c'est dans la manière de travailler. Si on travaille le geste et qu'on travaille la musique, ça va amener l'esprit, le cerveau, à utiliser tout ça pour exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Il est là, mais dans une juste mesure. On l'a réveillé. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est ça exactement, tu l'as dit, le travail sur la voix vient réveiller des choses qui sont enfouies et qui ne demandent qu'à être réactivées. On est plusieurs à l'intérieur. Donc en fait, tu vas réveiller des toits, enfin tu vas dynamiser des toits, des facettes quoi. Des facettes de soi, oui. Mais oui. Ouais,
C'est intéressant parce que du coup, ça permet aussi d'aller explorer, que tu n'as laissé personne sur le bord du chemin, quoi. Oui. Genre, si tu as besoin des fois d'un petit coup de boost, tu parles un peu plus... Ah bah oui, s'il y a besoin, là, je peux parler plus fort, oui. Ouais. Mm. Est-ce que tu as eu des demandes spéciales ou particulières? Est-ce que tu as un souvenir Mm. de gens qui t'aient fait des demandes, qui t'ont demandé une certaine... qui t'ont fait développer une pratique? Ah oui, oui, oui. Celle qui me vient le plus, là, c'est une personne qui est venue me voir et qui est sourde. Qui est sourde mais parlante. Elle ne s'exprime pas par le langage gestuel de la langue des sourds, mais elle parle. Mais quand elle est venue me voir la première fois, sa voix parlait un petit peu comme ça, avec beaucoup d'agressivité comme ça, un petit peu, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et une femme brillante, docteur en économie, et donc très très cultivée. Elle souffrait du fait de ne pas être écoutée. Parce qu'effectivement, quand elle parlait, ça suscitait une forme d'hostilité, des mécanismes de défense, parce que c'était tellement désagréable à entendre. Et en travaillant, j'ai trouvé une manière de l'accompagner, de lui faire ressentir les sons, puisque ça ne passe pas beaucoup par l'oreille, mais ça passe par l'imaginaire, ça passe par la sensation, La vibration du corps, et puis par le geste. Et vraiment, peu à peu, pas à pas, ça s'est délié. Et aujourd'hui, elle a une voix magnifique. Ah, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est un bonheur. Waouh. Une voix, une éloquence, c'est remarquable. Mais pourquoi ça a été possible? Parce qu'elle avait une persévérance extraordinaire aussi. C'est une grande persévérance et un travail acharné de Oui, rééduquer sa voix. oui. Enfin, en tout cas, en tout cas pour elle. Et pour elle. Et pour moi, c'était une passion de la découverte. Comment vais-je pouvoir trouver ce chemin avec elle? Mm. Et puisque chaque personne a ses spécificités, hein, son caractère, ses vulnérabilités, ses forces, comment est-ce que je peux jouer avec tout ça pour l'accompagner? Et donc, bien sûr, j'ai utilisé la technique vocale, mais j'ai utilisé toutes les techniques que j'ai par ailleurs. Mm. Oui, tu as une approche très très transversale aussi. Oui, 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 oui. Ce qui permet d'englober l'humain dans sa complexité avec des approches multiples pour aller au plus près de ce qui correspond. Ouais. C'est vraiment de la haute couture vocale. Mm-hmm. Deuxième nom. Dit-elle, celle qui a travaillé dans la haute couture. Je couperai aussi. Par rapport à la sensorialité, c'est que cet univers du sensible, c'est un univers en expansion permanente. C'est que quand on commence à s'intéresser et à ouvrir la porte à la sensorialité, c'est sans fin et c'est une source de croissance, d'enrichissement, de joie extraordinaire. Et il peut y avoir de la douleur aussi dans la sensorialité, évidemment, mais plus je suis présent à ce que mes sens captent de l'intérieur de moi et de l'extérieur de moi, plus je peux être véritablement humain et faire des choix. Je peux devenir... Je peux voir arriver les choses avant qu'elles n'arrivent grâce à cette sensorialité. Je peux sentir les prémices, les soubresauts de... ça m'arrive très souvent. De sentir qu'il va se passer quelque chose et bon, allez, je prends la décision, je le fais. Et de fait, 3 mois après, ça se produit. Mais je l'avais anticipé. C'est être en contact avec la vie. Eh oui. Et ça, c'est être pleinement vivant pour moi. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que c'est exactement ça, pour moi, l'importance de cette écoute, cette conscience.
Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de tristesse, qu'on n'a pas de colère. Ou qu'on n'a pas de maladie. Mais ça rentre dans un mouvement de vie, pas dans un mouvement de mort. Les morts sont à leur place, la vie est à sa place. Et à ce moment-là, quand un traumatisme arrive ou une maladie arrive, tiens, ça me rappelle où est-ce que je suis là? À quoi est-ce que je prête attention? Et à nouveau, chemin commence. Et du coup, la volonté, quand elle est bien placée, sert à ne pas se laisser embarquer. Et quand on peut s'appuyer en plus, comme tu nous l'as très bien décrit, sur des techniques, comme on ferait un sport, comme on peut muscler sa voix, muscler sa respiration, prendre conscience de ses humeurs, de ses fluctuations émotionnelles, et de voir qu'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui va réguler le truc. Hein. Se réapprivoiser en fait. Oui. Donc je trouve que toutes ces techniques-là permettent de se recueillir, se cueillir à nouveau, se réapprivoiser. Et je trouve que la voix, telle que tu la travailles, et le souffle tel que tu le travailles, et cette intelligence sensorielle telle que tu les décris, elle accompagne aussi un état d'esprit, d'ouverture, de faire avec ce qu'on a, quoi. Eh oui. Parce que tu travailles avec une diversité de clientèle en plus énorme. Exactement. Moi, je fais avec ce qui est là chez eux, et je les invite à faire avec aussi. C'est vraiment faire avec ce qu'on a. T'es un peu monsieur acceptation. Alors, acceptation, oui, mais acceptation de tout. Pas acceptation dans le sens où c'est comme ça, alors j'accepte. Non, c'est pas résignation. C'est j'accepte aussi le désir que j'ai. J'accepte l'intention que j'ai. J'accepte, joyeusement. Joyeusement. Et avec les contraintes et les désirs que j'ai, qu'est-ce que je fais? Eh bien, là, je vais devenir créatif. Ouais, qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? Oui. De ce que j'ai fait de moi. Et de ce que j'ai fait de moi, et de ce que je n'ai pas fait, mais... Il y a toujours impossible. Il y a toujours impossible. C'est crevant. Mais quel beau métier. En tout cas, bravo pour tout ça et tout ce que tu transmets. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Merci à toi pour ton écoute, vraiment. Emmanuel. Merci vraiment, Roch. C'était vraiment un plaisir. Et longue vie à ta méthode et à toutes tes transmissions. Yes. Merci. Longue vie à ton podcast. Merci. Longue vie à vos désirs, vos envies, vos réalisations, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, qu'est-ce que l'on fait de ce que l'on a été, de ce que l'on est devenu? C'est là toute la question, celle de l'écoute, de la sensibilité et de ce qu'elle nous permet. Roch Jamelot nous invite à oser et à porter notre attention sur ce qui vibre en nous profondément, à explorer ce que l'on ressent sans chercher à s'adapter à ce que l'on attend de nous. Comment utiliser sa voix et suivre sa voix, non seulement pour chanter, mais pour exprimer ce qui nous traverse, pour découvrir les voies qui s'offrent à nous. Vous pouvez retrouver le travail de Roch Jamelot et sa méthode cartorale sur le net. Quant à nous, rendez-vous le 24 août pour un nouvel épisode de Sensoscopie et je vous laisse la surprise. D'ici là, restez attentifs avec discernement à vos petites voix comme des murmures qui ouvrent bien plus qu'elles n'enferment.